C'est parti pour un peu plus de 50 minutes d'infos en continu sur Radio Côte d'Ivoire, le journal du mondial. C'est l'affaire de Brice-Kouassi à 6h15. 5 minutes après, nous parlerons de la quinzaine nationale de la salubrité, de l'environnement et du développement durable avec le docteur Abouad Gustave, directeur général de l'environnement et du développement durable. Que pensez-vous de cette initiative de pérennisation de la danse Zaouli inscrite sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité? Vous échangerez avec Abou Silla à 6h30 minutes. Vous le savez, Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'info. Tout de suite, en retrouvant Régis Kofi pour le journal Les Dominantes. Les projets de l'agenda 2063 de l'Union africaine ont été au cœur des échanges entre le chef de l'État Alassane Ouattara et le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat. Il s'agit notamment de la zone de libre-échange continentale, le protocole sur la libre circulation des personnes et le marché unique de transport aérien. Le secteur privé est invité à améliorer sa productivité et ses performances pour améliorer la compétitivité de l'économie. Une invitation lancée hier par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à l'ouverture du séminaire sur la compétitivité en Afrique de l'Ouest. Et puis, crise au Soudan du Sud, le Conseil de sécurité des Nations Unies donne 1 mois aux responsables sud-soudanais pour parvenir à un accord de paix. Des sanctions sont prévues, dont un embargo sur les armes. Bonjour Régis. Bonjour Rachel. Le président de la Commission de l'Union africaine a reçu ce jeudi par le président Alassane Ouattara. Oui, Moussa Faki Mahamat a dit être venu faire le point des projets de l'agenda 2063 de l'UA. Il s'agit notamment de la zone de libre-échange continentale, le protocole sur la libre circulation des personnes et le marché unique de transport aérien. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Vous savez que le président Ouattara est le champion dans la mise en œuvre de l'agenda 2063. Avant de venir ici, j'étais à Lomé où s'est tenue une réunion justement sur le marché unique des transports aériens. Je peux vous dire que ces projets avancent. Nous commençons déjà à enregistrer les ratifications pour ce qui concerne l'accord sur la zone de libre-échange continentale. Nous sommes également à peu près d'1 mois du sommet ordinaire de l'Union africaine qui va se tenir à Nouakchott. Et donc j'ai échangé également. J'ai recueilli les conseils et les orientations du président Alassane Ouattara. Sur l'ordre du jour, nous avons également la réforme qui avance et j'en remercie chaleureusement le président. La Côte d'Ivoire, qu'il s'agisse des aspects financiers ou institutionnels, est à l'avant-garde de cette importante réforme de l'Union africaine. Parce que si nous voulons une Afrique intégrée, prospère et en paix, il nous faut également se donner les moyens. Et je crois que cette réforme de l'Union africaine entre bien dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2063. Un séminaire sous-régional sur la compétitivité s'est ouvert à ce jeudi en vue de booster l'économie des États membres de la CEDEAO. Ce sera l'occasion au cours de cette rencontre de réfléchir sur les voies et moyens en vue de doter nos États d'infrastructures plus compétitives. Le secteur privé joue un rôle très important dans le développement des nations. C'est ce que pense Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre ivoirien. Pour améliorer donc la compétitivité de nos économies, le secteur privé africain devrait, de notre point de vue notamment, améliorer sa productivité et ses performances pour tirer le meilleur parti des opportunités sur notre continent. Mettre l'accent sur l'innovation technologique, comme dans les autres économies émergentes, notamment donc en Asie. Et travailler avec les gouvernements pour trouver des solutions aux facteurs qui entravent sa capacité à produire et exporter des biens. À cet égard, je vais réaffirmer à nouveau la volonté et la détermination du gouvernement ivoirien à maintenir un dialogue fort et efficace avec le secteur privé donc ivoirien. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, sous la haute égide du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara,
Et conformément à sa vision de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, le gouvernement s'attelle, dans le cadre de l'amélioration de notre compétitivité, à mettre en œuvre les actions énoncées ci-dessus. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre ivoirien. On reste dans l'économie. La Côte d'Ivoire a une note de A- selon l'agence de notation Bloomfield Investment. Cette note suivie d'un rapport a fait l'objet d'un débat. À cette rencontre, les atouts et les faiblesses du pays dans certains secteurs de son économie ont été présentés. Diakité Ibrahim. La notation d'un pays prend en compte plusieurs indicateurs, le climat des affaires, la performance macroéconomique, la gestion des finances publiques. Mais l'économie seule ne suffit pas, il faut prendre en compte les risques sociopolitiques. L'étude menée par Bloomfield Investment a permis de mettre en relief les atouts de la Côte d'Ivoire, ses opportunités et ses faiblesses. Une étude pour éclairer les investisseurs et les dirigeants du pays à la prise de bonnes décisions. Et sur la question, selon Stanislas Zézé, directeur général de cette agence de notation, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays à risque. Il a réalisé un taux de croissance des plus importants d'Afrique subsaharienne en 2017. Une performance qui traduit la résilience de son économie aux chocs survenus en cours d'année. Cependant, certains secteurs doivent bénéficier d'investissements. Ce sont les secteurs de la santé, de l'agriculture et de l'éducation. Des secteurs comme d'autres qui retiennent l'attention du gouvernement en termes d'investissement selon le ministre de l'économie et des finances, Adama Koné. Si dans l'ensemble, Adama Koné salue le rapport, il note quelques points discordants qui devraient faire l'objet de discussions. Selon le ministre de l'économie, la Côte d'Ivoire ne présente aucun risque, surtout à 2 ans des élections présidentielles qui captivent toutes les attentions. 2020 sera semblable à 2015, selon Adama Koné, ministre de l'économie et des finances, qui appelle les investisseurs à faire confiance à la Côte d'Ivoire. Les résultats du rapport révèlent que beaucoup a été fait, mais certains secteurs nécessitent un intérêt de l'État. Stanislas Zézé, directeur général de Bloomfield Investment. L'objectif, c'est de réunir le secteur privé et le secteur public, discuter autour de cette plateforme, de ce rapport que nous avons sorti et permettre aux autorités de la Côte d'Ivoire d'avoir une sorte d'orientation sur les problématiques qui sont posées dans l'environnement des affaires et leur permettre de mettre en place des politiques publiques pour adresser justement ces problématiques-là. On a noté la Côte d'Ivoire qui est notée A- et nous sommes dans le processus de réévaluation et la note A- à long terme dit que la Côte d'Ivoire représente un risque faible en devise locale, en monnaie locale. Nous pensons qu'il y a des secteurs comme le secteur de la santé et le secteur de l'éducation où il y a eu déjà beaucoup d'efforts qui ont été faits. Il y a encore davantage à faire pour améliorer la qualité des infrastructures et la qualité même des contenus. Et nous pensons qu'aussi il y a un travail à faire du côté de l'agriculture qui commence à avoir une certaine résilience vis-à-vis du climat. Le ministère de l'Industrie et des Mines lutte contre l'orpaillage clandestin tout en réorganisant la filière minière en Côte d'Ivoire. Un atelier sur le contrôle de la production minière, de l'exploitation et de la fiscalisation de l'or brut s'est ouvert à Grand-Massam. Guillaume Niamien est le directeur de cabinet du ministre de l'Industrie. Le secteur minier ivoirien est en train de connaître une dynamique importante. Il est évident que lorsqu'on a cette dynamique, il faut maîtriser l'ensemble des flux de production et s'assurer qu'il y ait une adéquation entre ce qui est déclaré et ce qui est effectivement produit. On note par exemple au niveau de l'or qu'en 5 ans, nous sommes passés de moins de 10 tonnes à environ 25 tonnes d'or. Cette production nécessite de plus en plus d'activités de coulée et nécessite aussi de plus en plus qu'un processus de contrôle des quantités qui sont déclarées se mette en place. C'est dans ce sens que le ministère, après avoir travaillé sur la réglementation pour favoriser la production, est en train de travailler pour mettre en place les instruments d'un contrôle plus efficace pour nous assurer que les quantités qui sont extraites de notre sous-sol sont effectivement les quantités qui sont déclarées par les opérateurs. Un atelier de validation des résultats de la revue globale sur les dépenses publiques dans le secteur agricole s'est ouvert ce jeudi à Abidjan. Effectivement, l'objectif est d'évaluer l'impact de ces dépenses sur l'agriculture ivoirienne. Une étude conduite par la cellule d'analyse des politiques économiques. Les précisions du directeur général de la planification au ministère de l'Agriculture, Noam Coulibaly. En 2013, on a commencé par collecter l'ensemble des informations et l'ensemble de la documentation pour pouvoir avoir une base de données qu'on a validée avec les différents partenaires et les différents acteurs. En 2016, nous avons fait une revue
pour regarder quel était après le niveau qui était donné au secteur agricole. Et cette année, ce que nous avons demandé à la CAPEC de faire, c'était de faire une analyse approfondie qui permet de nous dire non seulement le niveau, mais les performances de cette dépense et puis bien sûr la qualité de cette dépense. Donc cet exercice-là nous permettra au finish de sortir un plan d'action qui va nous permettre pour le PNIA de deuxième génération de pouvoir mieux mobiliser les ressources publiques, de pouvoir effectivement mieux calibrer, mieux orienter ces dépenses-là dans le but effectivement d'avoir une qualité de la dépense qui nous permette d'atteindre l'objectif le plus rapidement possible. Radio Côte d'Ivoire, à Bondoukou et environ, 101.1 FM. À Bondoukou, le commandant supérieur de la gendarmerie initie des rencontres d'échange avec la population. Objectif, recueillir l'avis des populations sur les différents conflits sociaux qu'ont connus le pays, mais surtout les exhorter au civisme et à une franche collaboration avec l'armée. Le général Nicolas Kouadio Kouakou, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Cette tournée est venue à son heure parce qu'au cours des échanges que nous avons eus à travers tout le territoire, globalement la population est satisfaite de sa gendarmerie, de l'action de la gendarmerie. On ne peut vivre sans nuit. C'est quelques rares cas de comportement que nous sanctionnons à notre niveau. Donc l'étape de l'Est vient boucler. Le sentiment positif que j'ai de ma gendarmerie, c'est ce sentiment qui ressort, ce que la population m'a fait partager. Notre mission sécurité des biens et des personnes, c'est avec vous que nous allons la réussir. Je voudrais demander à la population de demeurer sereine comme elle a toujours été ici dans le Grand-Togo et surtout d'avoir un regard bienveillant vers les hommes de sécurité qu'on met à leur disposition. J'attends d'elle une franche collaboration pour le bien de la Côte d'Ivoire. La direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides outille nos forces de l'ordre sur les différentes thématiques relatives à la protection internationale. Un atelier de renforcement des capacités a été organisé à l'attention des sous-officiers et officiers des commissariats et gendarmeries d'Abidjan sur comment assurer la protection des 1655 réfugiés de diverses nationalités qui vivent en Côte d'Ivoire. Une initiative saluée par les forces de l'ordre. Quelques-uns que nous écoutons ici au micro de Ange Kouadio. Sous le lieutenant Thierry de l'École nationale de police. Elle est opportune à ce qui nous concerne. Nous formons les policiers qui vont dans l'avenir poser des actes de sécurité et de protection des personnes. Il y a des notions qui nous échappaient. Cette session de formation permet de nous éclairer. Et nous, à notre tour, nous allons éclairer nos élèves. Commissaire de police Vro Tiemoko, c'est une formation à point nommé par rapport à nos missions quotidiennes. C'est une bonne formation qui va nous permettre aussi à nos collaborateurs d'avoir une connaissance en la matière de tout ce qui est droit de l'homme, des réfugiés, etc. C'est des choses que nous rencontrons tous les jours au cours de nos missions. Dans l'actualité internationale, le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté hier une résolution qui donne un mois aux responsables sud-soudanais pour parvenir à un accord de paix. Sans quoi, les diplomates pourraient sanctionner 6 nouveaux individus, dont les ministres de la Défense et de l'Information, et décider d'un embargo sur les armes. 9 pays ont voté en faveur de ce texte, 6 se sont abstenus, dont l'Éthiopie, acteur clé des négociations, qui dit craindre que ce vote ne fragilise un peu plus des négociations de paix déjà laborieuses. Et puis au terme de 2 jours d'intenses tractations diplomatiques, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui rencontrait à New York Kim Jong-chol, un bras droit du leader nord-coréen, s'est dit raisonnablement optimiste quant à une rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un. Beaucoup de travail reste à faire, a-t-il aussi relativisé. L'émissaire nord-coréen doit se rendre à Washington ce vendredi pour remettre une missive au président Trump. Voilà, c'est la fin de ce point complet sur l'actualité. Coup d'œil à présent sur l'essentiel. Les projets de l'agenda 2063 de l'Union africaine ont été au cœur des échanges entre le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara et le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat. Il s'agit notamment de la zone de libre-échange continentale, le protocole sur la libre circulation des personnes et le marché unique de transport aérien. Le secteur privé est invité à améliorer sa productivité et ses performances pour améliorer la compétitivité de l'économie. Une invitation lancée hier par le Premier ministre Amadou Coulibaly à l'ouverture du séminaire sur la compétitivité en Afrique de l'Ouest. Et puis on le disait un instant, crise au Soudan du Sud, le Conseil de sécurité des Nations Unies donne 1 mois aux responsables sud-soudanais pour parvenir à un accord de paix.
Des sanctions sont prévues, dont un embargo sur les armes. Les grands merci à vous, Régis Kofi. Nous poursuivons toujours cette session d'information. Restez avec nous dans quelques instants. Le journal du mondial, ce sera juste après la réclame. Ne bougez pas, on revient juste après la pub. Venez les enfants, cette fois-ci on partage votre laiti. Laiti, lait en poudre instantané, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux incomparable que vous aimez tous. En plus, après une activité sportive, boire le lait Laiti vous garantit pleine forme et bonne santé. Existe en sachet de 25, 400 grammes et en boîte de 400 et 900 grammes. Laiti, le maximum d'énergie. Une marque Carré d'Or. Ça sent bon ta sauce et c'est bien rouge. Maman, c'est le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles, sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. En plus, Alissa rehausse le goût des plats. En voici des manières. C'est ma fille qui me montre des astuces de cuisine. Alissa, le goût parfait. Existe en boîte de 56 grammes, 400 grammes et 2,2 kg. Une marque Carré d'Or. C'était la pub sur Radio Côte d'Ivoire. 6h15 à présent, le journal du mondial avec Brice Kwasi-Mélène. Coupe du monde, Russie 2018, J-13. 13e du dernier classement FIFA, l'Angleterre. Encore bonjour à tous. Débutons ce journal du mondial de ce 1er juin par les échos de la préparation des pays africains. Hier, il y a eu des matchs amicaux en quête de confiance. Après ces matchs nuls, un but partout face à l'Ouzbékistan et 0-0 face à la Bosnie. Hier, les Lions de la Teranga n'ont pas rassuré devant le Luxembourg. Les Lions ont littéralement dominé la 83e nation de football au classement FIFA sans marquer, malgré la présence devant de Baldé et Niangue Konaté, le buteur d'Amiens. Le Sénégal a joué sans Sadio Mané, mis au repos. Prochain rendez-vous en amical du Sénégal face à la Croatie. C'est pour le 8 juin prochain. Autre Africain coincé hier, le Maroc qui après sa victoire en mars face à la Serbie a été freiné par une solide équipe d'Ukraine 0-0 hier à Genève dans un stade acquis à leur cause. Et avec le 11 type, les hommes d'Averina n'ont pas brillé, même si en première mi-temps, ils ont été dominateurs avec deux grosses actions de but ratées par Ziyech et Bouadouz. Score final 0-0. Prochain rendez-vous pour les Marocains le 4 juin. Ça sera face à la Slovaquie. La Tunisie, elle est en préparation en Suisse après le nul encourageant 2-2 face au Portugal. Les Aigles du Qatar seront ce soir face à un autre gros morceau, la Turquie. Match test prévu ce soir même à 18h, 1h30 après, soit à 19h30. Ça sera le tour de l'Égypte sans Mohamed Salah d'affronter un grand outsider, la Colombie. Mohamed Salah qui est lui toujours en traitement du côté de l'Espagne. Et puis termine avec ce tour en Afrique avec le Nigeria. Les Super Eagles sont en Angleterre après avoir écarté 4 joueurs de sa prélice des 30. Ganotro et ses poulains seront demain samedi à Londres face à l'Angleterre. Et puis au Brésil, l'ancien sélectionneur Carlos Alberto Parreira, champion du monde avec le Brésil en 1994, estime que les pays européens comme l'Allemagne auront des rivaux cette année. Pour Carlos Alberto Parreira, seule une équipe sud-américaine, notamment l'Argentine et le Brésil, peuvent décrocher le titre de champion du monde 2018. Direction le Japon, Hiroki Sakai, le latéral droit de Marseille, sera bien à la Coupe du Monde avec son pays. Il est dans la liste définitive des 23 du Japon publiée hier. Notons que le Japon est l'un des adversaires de la poule du Sénégal, des adversaires donc du Sénégal. Et puis retournement des situations au Pérou, l'attaquant Paulo Guerrero a eu gain de cause selon TIC Sport. Le tribunal fédéral de Suisse a accepté finalement de suspendre la décision du TAS. Le joueur pourrait être sanctionné après la Coupe du Monde, mais pas durant le mondial. Et puis des infos concernant, pour terminer, l'équipe de France. Les Bleus ont quitté hier Clairefontaine
pour Nice. Ce vendredi, les Bleus jouent gros en amical. Ils seront face à l'Italie de Mario Balotelli à 19h. L'Italie absente pour cette Coupe du Monde. À suivre également ce vendredi même, Espagne-Suisse en match amical. 13 jours avant ce grand événement, Brice Kwasi, à vivre sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Vous ne manquerez rien sur le mondial. Voilà les temps forts, tous vos matchs bien sûr à vivre, je le rappelle, sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Merci à vous Brice Kwasi, on vous retrouvera dans la prochaine heure. Radio Côte d'Ivoire, toujours au cœur de l'événement. La Côte d'Ivoire t'est promise sans déchets plastiques et sans pollution. C'est le thème de la 15e nationale de la salubrité de l'environnement et du développement durable qui se tient à partir d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Pour en parler, Aboussila reçoit Dr Aboua Gustave, directeur général de l'environnement et du développement durable. L'invité du jour. Docteur Aboua Gustave, bonjour. Bonjour Abou. La Côte d'Ivoire terre promise sans sachets plastiques et sans pollution. Qu'est-ce qui a suscité ce thème et puis qu'est-ce que ça sous-tend? Ce thème parce que la Côte d'Ivoire s'est résolument engagée à sauvegarder son environnement, à faire la promotion du développement durable et également à amener l'Ivoirien à respecter son environnement et à vivre dans un milieu sain. Et en s'inspirant aussi de ce qui se passe au niveau international, le président de la République s'est dit qu'on peut mieux faire, on peut sauver notre environnement, on peut protéger nos forêts. Et cette quinzaine est consacrée à réveiller la sensibilité des Ivoiriens pour dire que on ne peut pas continuer à détruire notre environnement, qui est un substrat important pour l'existence humaine sur la planète. Pour protéger notre planète, il faut qu'on soit un acteur de protection de cette planète. Il ne faut pas détruire ce dont, si nous arrivons à satisfaire nos besoins, il faut permettre aussi aux générations futures, à nos enfants, nos petits-enfants aussi de pouvoir satisfaire leurs besoins et aussi garantir la pérennité de l'espèce humaine sur la Terre. Alors, monsieur le directeur général, qu'est-ce qui va meubler cette quinzaine nationale de la salubrité, de l'environnement et du développement durable? 3 articulations principales. La première, c'est la GME, la Journée mondiale de l'environnement. La deuxième, c'est la Journée mondiale des océans. Et la troisième, c'est la Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la dégradation des terres. Et le gouvernement fait ce qu'il a à faire, mais le gouvernement n'a pas pour objectif de punir. Les gens parlent de répression. La finalité du gouvernement, c'est d'amener l'Ivoirien lambda à être son propre acteur, son propre gardien de son environnement. Et donc ces journées-là visent à amener tout le monde à prendre conscience que détruire son environnement est un danger pour la survie de l'espèce humaine. Et donc mieux vaut commencer aujourd'hui que d'attendre à ce que les catastrophes surviennent pour avoir des mesures de correction qui reviennent très cher au gouvernement. En 2013, il y a eu un décret portant interdiction des sachets plastiques. 2013-2018, 5 ans, les sachets plastiques jonchent nos rues partout. L'objectif principal de cette quinzaine, c'est d'amener tout le monde à changer. Et nous aurons in fine à la fin de cette quinzaine ce qu'on appelle les assises du développement durable avec tous les acteurs, toutes les composantes de la société pour faire l'état des lieux. Ce n'est pas seulement que les décrets sur les sachets plastiques, mais les décrets portant sur l'environnement sont nombreux. Et nous allons faire le diagnostic pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché et proposer de façon consensuelle, inclusive, des solutions qui puissent permettre à l'État de Côte d'Ivoire de mettre tous ces déchets, tous les déchets plastiques derrière elle et vivre dans un monde sans pollution et sans sachets plastiques. Au cours de la quinzaine, il y a la Journée mondiale des océans, célébrée cette année avec pour thème « Rendons propre notre océan » pour la promotion de l'économie symbiotique en Côte d'Ivoire. Que doit-on entendre par là? Le milieu marin est un milieu de développement à forte potentialité économique. Pas de la pêche, on parle d'économie bleue. Il faut passer à la vitesse supérieure pour exploiter rationnellement cette recherche marine et amener aussi l'acteur ivoirien à protéger ses écosystèmes marins et ne plus s'adonner au gaspillage, mais utiliser ce qu'il faut pour pouvoir laisser un héritage naturel consistant à nos enfants et à nos petits-enfants. Et nous ferons l'effort de dire qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de prendre pour prendre, il faut penser à ce qui arrive. Il faut rationaliser notre consommation, rationaliser notre production pour que nous puissions laisser aux générations futures ce qu'il faut pour pouvoir vivre. Chaque année, au moins 8 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans. Comment est-ce qu'on peut se débarrasser de ces sachets plastiques qui se retrouvent dans nos océans? Il y a des pays qui ont réussi à se débarrasser des sachets plastiques
qui détruisent l'environnement. Et je pense que nous pouvons nous servir de ces leçons-là, de ces pays, pour pouvoir avancer. Et quand on dit à quelqu'un de ne plus utiliser les sachets plastiques, il faut donner des alternatives. Et les alternatives existent. Et la quinzaine sera l'occasion pour montrer aux Ivoiriens que si le gouvernement interdit les sachets plastiques, il y a des alternatives qu'on peut exploiter. Aujourd'hui, quand vous allez dans les pharmacies, dans les boulangeries, il y a des emballages biodégradables qu'on peut mettre à la disposition du citoyen lambda. C'est vrai que l'accès est un frein, mais je pense qu'avec l'accompagnement du gouvernement, on peut aller sur tous nos marchés et avoir accès à ces emballages écologiques, à ces emballages bio. Voilà, à l'instant, Aboussila a échangé avec Dr Aboua Gustave, directeur général de l'environnement et du développement durable. Aboussila, que vous retrouverez à 6h30 dans le cadre de La Parole est à vous. Vous pouvez réécouter cette émission à 12h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire. Un drame est survenu dans la nuit du dimanche au lundi dans une ferme du village de Djirogné-Pao. Le meurtrier a pris la fuite. Que s'est-il réellement passé? Quels sont les mobiles de ce crime? On en sait un peu plus avec notre correspondant dans le Bassa-Sondra, Sam Conan. Les faits divers, ça se passe ici. Scène d'horreur dans le village de Djirogné-Pao, village situé à 7 km de San Pedro. Un jeune homme a été découpé à la machette par son ami et blessé sa petite amie et qu'il a violé par la suite avant de prendre la fuite. La scène s'est déroulée dans la nuit du dimanche au lundi. Keke Anne-Marie, la rescapée, et son père Kakou Keke Pakom. Ils ont fait par là. L'allumé a dit non, que lui va partir, qu'il va revenir. C'est comme ça qu'il a pris sa barre, il est allé. Aux environs minuit, par là, il est revenu. Quand il est revenu, il avait une machette, mais moi je ne savais pas par où il était rentré. C'est comme s'il était couché et dormait. C'est comme si, je sais pas, il a tapé mon ami là. Donc mon ami a crié là. Moi aussi, monsieur revient en soupçon. Je vais à terre, mon ami était couché à terre là. Il venait de tuer mon ami, il venait de sortir. Il m'a dit de me déshabiller. Il n'a pas voulu me déshabiller, mais l'ami a marché sur moi. Il m'a violé. Concernant la relation entre ce monsieur et ma fille, je ne suis pas au courant parce que il y a un bon moment, ma fille m'a quitté la maison. Voilà, donc c'est ce lundi là. Et j'ai su qu'il y avait cette amitié entre elle et puis ce dernier. Un tour dans le village de Djirogné-Pao sur le lieu du crime pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Assise l'air perdu, la patronne du jeune homme assassiné, Dame Awi Aya, n'arrive toujours pas à réaliser ce qui est arrivé dans sa ferme. Mon emploi, c'est celui qui est mort. Mais celui qui l'a tué, c'est son ami. C'est son ami, c'est comme son tuteur. Celui qui a appelé Didier ici. Un jour, je suis venu, je l'ai trouvé. Il a dit, mais le jeune là, je n'aime pas sa tête. Que je veux pas qu'il reste chez moi, c'est une ferme, c'est pas un campement. J'ai pas dit, il a compris. Le temps où il me trouvait, c'est ça là, je ne sais pas comment je me trouve, parce que moi, je me suis dépassé. Le meurtrier, quant à lui, court toujours. Un constat a été fait par la gendarmerie qui a ouvert une enquête. Sam Kouna, San Pedro, Radio Côte d'Ivoire. Les faits divers. Radio Côte d'Ivoire, San Pedro 92.7 FM.